Bonsoir. Un imprévu يعني a empêché le professeur Marabtouf d'être avec nous tout de suite, mais il sera avec nous dans 5 à 10 minutes. Donc le temps qu'il règle cette urgence et il pourra donc commencer son webinaire. Mais en attendant, nous pouvons, comme ça entre nous, peut-être nous entretenir d'un thème ou d'une question qui pourrait intéresser l'un de vous parmi ce Golden Woods. Salam, marhaban, bienvenue. N'est-ce pas, qui pourrait intéresser l'un de vous. Le titre d'aujourd'hui que le professeur Aktouf a préparé, c'était Ultime piste de solution pour le paradigme thermodynamique. Voilà, je pense que ces langues au sens de plusieurs séances sur la thermodynamique et sur la destruction des ressources d'énergie de la planète, etc. Mais elles ont été extrêmement intéressantes, en tout cas pour moi. Abdessi, bonsoir, Marhababik. Voilà, je ne sais pas s'il y a quelque chose auquel moi je pourrais éventuellement répondre. Soit en ce qui concerne peut-être mes webinaires de philosophie ou d'anthropologie, si quelqu'un d'entre vous a peut-être un éclairage à demander, soit sur la question, non pas de la thermodynamique et et du management, parce que là, ça dépasse un peu mon savoir disponible. Alors j'attends Yannick, que quelqu'un puisse me poser une question, non pas pour meubler le temps que le professeur Aktouf arrive, mais effectivement pour débattre. Excusez-moi, il fait froid à Alger, je commence à ressentir les méfaits. Est-ce que je voudrais peut-être alors, shukran Alain. Attendez, parce que je vois très mal, hein, j'ai effectivement une très mauvaise vue, donc Golden, shukran Alain, بجهودكم اشتي أستاذنا الكريم. شكرا جولدان، شكرا. أنا نعرف على بالي بلي البروفيسور أكتوف من الناس العطاء. Il appartient à ce type d'hommes qui donnent et qui ont de l'empathie, qui savent et en même temps qui ont besoin de donner. C'est comme ça que leur humanité s'est construite. Voilà, elle s'est construite et vraiment ils méritent non seulement le respect qui est dû à tout savant, à tout homme qui porte un savoir et qui le donne. Non pas qui le vend, mais qui le donne, puisque Aristote, donc le père, c'est avec lui qu'on situe la naissance de la philosophie. Les gens qui étaient avant Socrate, pardon. Socrate, c'est-à-dire c'est pas Aristote, c'est Socrate. Ceux qui étaient avant Socrate étaient des sages, mais non pas des philosophes. Et refusaient d'être payés pour tout ce qu'il apprenait aux autres. Pour lui, le savoir ne devait pas être, ne devait pas donner matière à profit et à gain. Et qu'il associait donc
il associait donc la recherche du profit et du gain par l'intermédiaire de la diffusion du savoir comme étant un vice, quelque chose de mauvais, et qui portait atteinte à la morale sociale et à la recherche de la cohésion sociale. Parce que Socrate a tout le temps cherché à rétablir, en tout cas auprès des jeunes qui venaient l'écouter, la nécessité d'une cohésion sociale bâtie autour d'une connaissance du bien. Mais encore fallait-il connaître le bien pour pouvoir aller. Voilà, le professeur Aktouf nous a rejoint. Bonsoir, professeur Aktouf. Allô, Professeur Aktouf, vous êtes en direct. allô, c'est Mohamedi, je m'excuse. Vous êtes en direct, je vous laisse avec votre amphithéâtre. Ouais, merci beaucoup et je m'excuse infiniment auprès de toi et auprès de nos auditeurs. J'avais une petite urgence là. Bon, mais quand même une petite urgence un peu contraignante. Alors, voilà, bon, bah, puisque tu me laisses directement avec mon auditoire, comme tu dis, mon amphithéâtre, on va y aller. Et donc, ben, merci beaucoup encore une fois, c'est Mohamedi. Je te salue le plus amicalement du monde. Je salue également le plus amicalement tous nos fidèles membres de cet amphithéâtre qui m'envoient assez régulièrement des commentaires qui m'encouragent à continuer parce que j'avoue que des fois, c'est c'est décourageant de voir ce qui se passe dans le monde, de voir combien le discours que j'essaie de tenir avec quelques autres reste pratiquement lettre morte. Localement, régionalement, mondialement. Alors on dirait que plus les choses vont mal, et on le voit bien que ça va mal, c'est-à-dire ce que des gens comme moi annonçaient depuis des années et des années. Pour celles et ceux qui me connaissent, j'ai toujours dit, depuis 40 ou 50 ans, que la mondialisation ne marchera jamais, que la mondialisation sera un échec lamentable, que la mondialisation néolibérale occidentale va détruire ce monde. Et particulièrement ce qu'on dit là, ce qu'on désigne, entre guillemets, de façon méprisante par tiers-monde, etc., etc., etc. Et la nature et l'écologie et tout ce qui s'ensuit. J'étais l'un des tout premiers à introduire de simples documentaires sur les dégâts écologiques commencés. À l'époque, on n'en parlait même pas. Quand j'ai commencé à HEC Montréal, c'est-à-dire début des années 80, enfin milieu des années 80, l'écologie, on n'en parlait pratiquement pas. C'était quelques farfelus considérés comme des illuminés et qui en parlaient. Eh bien, moi, j'étais l'un des premiers à le faire dans certains de mes cours. Eh bien, écoutez bien, la direction de l'école de HEC Montréal m'a convoqué pour me dire, Monsieur Aktouf, à HEC Montréal, on forme des futurs managers, des businessmen, on ne forme pas des militants de Greenpeace. Alors, vous enlevez ces documentaires écologiques, etc. Il y a même un professeur qui a parlé de terrorisme écologique, de vos cours. Alors, vous voyez un peu, alors là, on y est. On y est, on est à 50 mètres du mur sur lequel on va se fracasser, là. Tout le monde peut le voir autour de lui. Et on dirait que plus ça va mal, plus les gens qui ont mon discours ont raison, plus la planète et le monde leur donnent raison, plus le clan adverse ou la partie d'en face se rebiffe et se réfugie dans encore plus de pensée néolibérale
et encore plus de pensée d'économie des riches pour les riches, etc., etc. Bon, alors ça, c'est des choses compréhensibles par la psychanalyse, ce qui veut dire que beaucoup des gens qui pensent comme ça ont quelque chose qui ne va pas au niveau de leur façon de penser ou de leur cerveau. Bon, plus ça va mal, plus on nie que ça va mal. Bon, alors, jusqu'où on va aller comme ça, je n'en sais rien, mais en tout cas, on y va tout droit. Enfin, si, je le sais plutôt. On y va tout droit. Le mur sur lequel on va se fracasser, il est pas loin du tout. Alors, inutile de vous dire que quand j'entends dire par-ci, par-là, des Macron, des machins, des résolutions du gouvernement algérien, du ceci, du cela, des lois de finances, de tatati, etc., de prévisions, de prospectives, de les horizons 2030, 2040, 2050, toutes les voitures seront électriques, tous les ceci, cela, mais je ne sais plus s'il faut pleurer ou s'il faut rire. Quand les 3000 savants du GIEC, c'est-à-dire le groupe qui suit l'évolution du climat depuis des décennies, nous donnent moins de 2 ans et demi. Moins de 2 ans et demi. On a 2 ans et demi pour arrêter toutes ces façons folles de faire de la croissance, de faire du profit, de vouloir faire de l'argent, de vouloir faire s'enrichir, de vouloir la croissance, de vouloir, etc. On a 2 ans et demi, maximum. Ce que nous disent 3000 scientifiques. Alors, comment est-ce qu'on peut parler de l'horizon 2030, 2040 ? La croissance revient, elle a pris le train, elle arrive. L'horizon 2050. Combien de gens savent, par exemple, que pour faire une voiture électrique, ça, très peu de gens le savent, une voiture électrique, pour la faire, ce qui est nécessaire en termes de qualité et de genre de métaux, etc., ne serait-ce que pour les batteries. Ne serait-ce que pour les batteries. Ça, c'est une petite partie, ou une partie de la voiture électrique. Vous savez tous, le lithium, les métaux rares, etc., etc. Bon, vous savez tous et toutes ce que ça signifie. Alors, une voiture électrique, pour la faire, c'est l'équivalent de destruction écologique pour faire 3 voitures conventionnelles. Donc, pour amortir ce que coûte écologiquement une voiture électrique, il faudrait amortir 3 voitures à essence. Mais c'est quoi ces folies là? On va où? Alors, ajoutez à ça, imaginez qu'on double seulement, multiplié par 2, le nombre de voitures électriques aujourd'hui. D'où ira-t-on chercher l'électricité nécessaire pour à la fois alimenter les batteries de ces voitures électriques et alimenter votre cuisinière, votre frigidaire, vos ampoules, votre éclairage, l'éclairage public, les hôpitaux, les blocs opératoires des hôpitaux, les je sais pas quoi. Mais l'humanité devient carrément folle. Bon, alors ça, j'y reviendrai la semaine prochaine, Inch'Allah, même si je serai ailleurs qu'à Montréal. Je tâcherai de continuer mes webinaires. On commencera à parler d'économie politique. Enfin bon, évidemment, il faut commencer par l'économie politique parce que c'est par là que tout a commencé. Et j'expliquerai petit à petit comment on a fini par arriver à ces pensées, à ces idées qui sont carrément des idées et des pensées de malades mentaux. Et je n'hésite pas à le dire. Aujourd'hui, c'est non seulement des malades mentaux, mais même des criminels dangereux. Des gens, des collègues à moi, qui enseignent
l'économie néolibérale et qui enseignent le management et la gestion néolibérale sont non seulement des irresponsables, non seulement des gens qui ne savent plus penser, non seulement des gens incultes, mais ce sont désormais des complices de criminels qui sont en train de détruire le monde et l'humanité. Bon, et ça, je l'ai démontré avec le paradigme thermodynamique. Pour ceux qui l'ont suivi et ceux qui ne l'ont pas fait, je vous exhorte encore une fois à retourner au webinaire où j'explique tout ça parce que vraiment, ça en vaut la peine. Alors aujourd'hui, j'avais annoncé que j'aborderai les ultimes pistes de solutions qui découlent des conclusions de ce paradigme thermodynamique qui, comme vous le savez, nous a fait démontrer scientifiquement, en utilisant la science des sciences qui s'appelle la physique, que le profit maximum, bien entendu. Alors, qu'on m'entende bien, quand je parle de profit, je parle de profit qui n'a pas de sens. Des Novartis, des Pfizer, des Bionic, des etc., des laboratoires pharmaceutiques qui ont fait des 30-40 milliards de profits par an depuis le Covid, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. C'est de la folie pure. Les vaccins doivent être gratuits et ne doivent donner lieu à aucune forme de profit. La santé des êtres humains n'est pas une occasion de faire de l'argent. Enfin, il y en a marre. L'éducation de ses semblables, ce n'est pas une occasion de faire de l'argent. Alors, comment on transforme tout ça en moyen de s'enrichir et de s'enrichir par dizaines et dizaines et dizaines de milliards? Et encore, en laissant de côté et sur le côté de la route des milliards de gens dans la planète qui n'ont pas accès à ces vaccins, ni aux médicaments, ni à rien. Et tout ça, on nous le cache, de toute façon. Combien il y a de morts par jour en Chine par le Covid aujourd'hui, on n'en a aucune idée. Même l'OMS l'a dit. On nous cache les vrais chiffres. Au Canada, en France, en Europe, partout. Surtout. Sur la pauvreté, sur les SDF, sur les gens qui dorment dans la rue, sur les maladies de toutes sortes qui tuent des milliers de gens par jour, un peu partout, depuis les opioïdes et les addictions de ce genre fait exprès. Et par exemple, les médicaments de coupe-faim pour faire maigrir les obèses et les gros, etc., qui ont donc des complexes parce qu'ils sont tels qu'ils sont, etc. Eh bien, ces gens qui ont fait ça, ces opioïdes et ces médicaments, notamment les coupe-faim, ont fait des dizaines et des dizaines de milliards de profits avec les banques qui sont derrière et les actionnaires qui sont derrière les banques et les politiciens qui profitent de l'argent des actionnaires et des banques et etc., de ces criminels de laboratoires pharmaceutiques et tout ce qui s'ensuit, et qui, des minières, renseignez-vous et voyez ce que font les compagnies minières, notamment canadiennes. Alors, il faut savoir que le Canada est l'un des pays où les lois sur les restrictions de ce que font les compagnies minières sont les plus laxistes au monde. C'est pour ça que 80% ou à peu près, ou même 90% des compagnies minières du monde sont enregistrées au Canada. Parce que les lois canadiennes permettent aux compagnies minières de faire ce qu'elles veulent, comme elles veulent. Ici, si on découvre qu'il y a du pétrole ou des indices de pétrole ou de gaz ou d'or ou de n'importe quoi dans votre jardin, et vous habitez Montréal, eh bien une compagnie qui va chercher la concession,
qui inclut votre jardin dans les terres dans lesquelles il y a le gisement en question, eh bien, vient poser un derrick et creuse dans votre jardin sans rien vous demander, sans rien vous dire, et vous n'avez rien à dire. Alors ne parlons pas des rivières, des zones humides, des écosystèmes, des biosphères, des forêts, de la nature, etc. Tout est ravagé, tout est saccagé. Alors je vous disais ça, renseignez-vous s'il vous plaît sur ce que font les minières occidentales. Au Nigeria, par exemple, alors là, c'est surtout le pétrole, le delta du Nigeria, et le Congo, les Grands Lacs, pour les diamants, pour les métaux rares, le tolcan, etc., le lithium, tout ce qui s'ensuit, etc., où c'est des enfants qui meurent parce qu'ils doivent rentrer dans des boyaux de mines très étroits où des hommes ne peuvent pas rentrer, très profonds, pour aller chercher ça, et ils sont payés $1 par jour. Et il en meurt 1 sur 2 ou 3 par jour. 10 millions depuis moins d'une décennie. Alors qui sait tout ça? Et pour ça, moi, j'accuse mes collègues et mes confrères, et les politiciens, et leurs complices, et nos riches de ce monde. Je les accuse d'être responsables de tout ça. C'est à cause d'eux et de leur super richesse. Bon, alors avant d'arriver à ces ultimes solutions, vous voyez, je suis fâché parce que j'ai lu le rapport Oxfam, bien sûr, qui vient de sortir. J'ai lu et suivi ce que fait le forum de Davos et je suis plus scandalisé et plus indigné que jamais. Et tout ce que je dis avec mon paradigme thermodynamique se justifie 10 fois plus que jamais avec ce qui se passe aujourd'hui, avec ce que nous rapporte le rapport d'Oxfam et ce que fait le forum de Davos en ce moment même. Bon, alors donc, j'y reviendrai si on a le temps. Bon, ça fait déjà un quart d'heure là que je parle, ou 20 minutes. Donc, les ultimes solutions, alors je vous ai parlé de plusieurs solutions, bon, je ne vais pas les rappeler, mais celle que je voudrais aborder aujourd'hui, c'est celle qui découle directement des conclusions donc, de ce paradigme thermodynamique de l'économie et évidemment de la gestion, puisque la gestion n'est que le bras armé de l'économie. Donc, ce que nous montre ce paradigme thermodynamique, c'est que dans cette Terre, alors là, j'ouvre une parenthèse, j'ai oublié, je vous ai parlé de richesse et de super riches, etc., et de profit. Alors évidemment, quand je parle de profit, je l'ai répété plusieurs fois, je parle des profits indécents, infinis, croissance infinie, etc., que veulent ces malades qui nous dirigent politiquement et économiquement. C'est des malades qui croient pouvoir faire l'infini dans le fini. Notre monde est fini. On ne peut pas faire l'infini dans le fini. Il faut être malade. Bon, alors faire du profit, comme je l'ai déjà dit, je pense, qui est un profit de contentement, de canard, du profit pour avoir une maison confortable, une voiture confortable, un cabanon confortable à la plage, quelque chose comme ça, etc. S'habiller, se nourrir, se cultiver, s'instruire, ses enfants, etc., etc. Pas de problème. Mais des profits pour s'acheter 50 immeubles, 250 maisons
à 50 chambres chacune, 200 Ferrari, 50 Mercedes, 50 Porsche, je sais pas quoi, 200 yachts, 30 ou 40 jets personnels, etc. Mais ça c'est des gens à mettre en prison. Leur place est en prison ou à l'asile. C'est tout. 50 yachts et des chambres à 50 chambres, ça n'a jamais été un besoin pour personne. C'est des caprices de fous, de malades complets. Et là, on n'a plus le temps de parler avec politically correct, etc. On me le dit, ça, on me le dit, je le sais, on me l'écrit, on me le dit. Omar, tu parles trop fort, trop franc, tu es trop rude, tu es trop dur, tu es trop direct, trop machin, tu accuses. Mais que voulez-vous que je fasse? Est-ce qu'on a encore le temps de parler tranquillement comme ça? S'il vous plaît, les riches, partagez un peu avec les pauvres, payer un peu plus de salaire à des employés qui n'arrivent même plus à boucler les fins de mois. Aujourd'hui, en France, 20% des Français, aujourd'hui, chaque fin de mois, ils sont à 250 € de découvert avec leur banque. Chaque fin de mois. Et ils travaillent. Et ils ont des salaires. Des gens qui travaillent, qui ont des salaires et qui habitent dans leur voiture. On ne les compte plus. Bon, alors on va où? Comme ça, c'est quoi ça? C'est un monde intelligent, ça? C'est un monde bien géré? C'est un monde de gens qui ont des bonnes théories de gestion? Des bonnes pratiques de gestion? C'est quoi ce monde? Alors, excusez-moi d'être un peu échevelé là, mais ce profit dont je parle, évidemment, c'est le profit, on vient de dire, maximum infini, qui est impossible. Mais faire du profit, ça c'est l'une des solutions ultimes, donc sur laquelle je reviens, si j'en ai parlé, c'est pas grave, de la réitérer et de la comprendre comme il faut, ben, c'est un profit qui est en accord, en harmonie, avec les conclusions que nous donne le paradigme thermodynamique que j'ai développé. Alors, qu'est-ce qu'il nous donne comme conclusion, ce paradigme? Il nous dit, que tout est énergie. Bon, vous savez, tout. Les arbres, les forêts, les poissons, les machins, le vivant. Enfin, relisez ou lisez Ernst Schrödinger, qu'est-ce que la vie? Et bon, j'en passe. Bon, il y en a d'autres. René Passé, l'économique et le vivant, etc., etc. Bon, donc, tout ça, tout est énergie. Absolument tout. Bon, or, nous savons que la quantité d'énergie à l'échelle de l'univers est constante. Bon, pour simplifier le premier principe de la thermodynamique, et on ne peut pas puiser dans quelque chose qui est constant, on ne peut pas en puiser à l'infini. Pas possible. Vous avez une casserole d'eau, vous ne pouvez pas prendre de cette casserole d'eau de l'eau qui va vous désaltérer pendant 50 ans. La casserole d'eau, elle va vous désaltérer une journée. Point. Et après, il faudra une autre casserole d'eau. Ce qui veut dire une autre énergie. Qui viendra d'où? Bon. Donc, cette solution-là, concernant le profit, alors il faut comprendre le rapport. C'est que ce qui se passe dans notre univers et notre planète, je dis bien l'univers et la planète. Bon. Alors qu'on ne me sorte plus l'argument de la Terre n'est pas un système fermé, c'est un système ouvert, blablabla. J'ai déjà répondu à ces objections-là et répondu plus qu'il ne faut. Alors ça suffit. Ceux qui ne m'ont pas écouté n'ont qu'à aller au webinaire précédent et ils verront mes réponses à ce genre d'objections qui ne tiennent absolument pas la route par rapport au
arguments que je développe. Bon. Alors donc, prenons un exemple. Je ne sais pas moi, vous avez un lac qui donne des poissons. Et vous avez un village ou deux qui vivent des poissons de ce lac. Bon. Alors si les gens de ces deux villages s'amusent à pêcher chaque jour le maximum de poissons pour faire le maximum de profit, plutôt que de pêcher les poissons dont le village a besoin pour vivre ce jour-là, et le lendemain, pêcher d'autres poissons pour vivre le lendemain. Alors, ce que nous enseigne le paradigme thermodynamique que j'ai développé, c'est évidemment la deuxième solution. Parce que les poissons, si vous voulez, si vous me permettez cette analogie, c'est l'équivalent de cette énergie qui est constante dans l'univers. Alors, admettons qu'elle est constante, comme ces poissons dans ce lac, et ces poissons, ils se reproduisent au rythme qu'ils peuvent, ils ne se reproduisent pas au maximum. Si les poissons de ce lac se reproduisaient au maximum, il n'y aurait plus de lac. Il y aurait tellement de poissons qu'ils étoufferaient le lac. Or, les poissons ne sont pas idiots comme nous. Ils ne sont pas fous comme nous, parce qu'ils n'ont pas inventé l'argent, qu'on croit pouvoir accumuler à l'infini. Les poissons, ils se reproduisent au rythme que permet le lac. Bien oxygéné, bien fourni en algues, en herbes, en nutriments, mon Dieu, comment ça s'appelle, en plancton, etc., etc., en équilibre. Alors, le mot clé d'une de ces ultimes solutions que je vais vous donner, c'est l'équilibre. L'harmonie, comme disait Aristote, l'équilibre. Alors, les poissons se reproduisent en équilibre, en harmonie, avec ce que permet, ou ce que permettent les capacités du lac dans lequel ils sont, pas plus. Et ces gens de ce village ou de ces deux villages doivent faire la même chose, comme la nature. Pêcher la quantité de poissons qui me permet de, comme je l'ai déjà dit, satisfaire mes besoins essentiels et indispensables. Alors, les besoins essentiels et indispensables, c'est se nourrir, se vêtir, se loger, s'instruire, se cultiver, se distraire, le loisir, se reposer, se transporter, se soigner, voilà. Tout ce qui en plus est superflu et destructeur. Voilà. Comme l'a dit Albert Jacquard, que j'ai eu la chance immense de connaître personnellement, paix à son âme, un être extraordinaire, eh bien, comme l'a dit Albert Jacquard, nous nous comportons comme des gamins qui demandent à leur maman tout le chocolat de l'épicerie. Ben, qu'est-ce qu'un gamin de 4 ou 5 ans, ben, il n'a pas de surmoi, il n'a pas encore de raisonnement d'adulte, il n'a pas. Qu'est-ce qu'un gamin de 4 ou 5 ans peut comprendre aux conséquences de demander à sa mère, je veux tout le chocolat de l'épicerie. Il va trépigner, il va pleurer, il va crier, sa mère va le laisser trépigner et crier. Et une fois qu'il aura fini de trépigner et crier, ben, il aura une tablette de chocolat, point. Et plus tard, il comprendra qu'il ne peut pas, de toute façon, manger tout le chocolat de toute l'épicerie. Or, Albert Jacquard nous disait, nous nous comportons comme ça vis-à-vis de la Terre. Enfin, nous, pas nous, comme l'a écrit récemment un grand philosophe et
auteur occidental, j'oublie son nom, je ne sais pas si c'est Ziegler, en tout cas quelqu'un dans ces eaux-là, on dit l'humanité. Mais non, ce n'est pas l'humanité, c'est l'Occident. Et c'est un occidental qui l'a écrit. Un savant intellectuel, grand intellectuel occidental. Arrêtez de dire que l'humanité est en train de détruire la planète. Ce n'est pas l'humanité. C'est une partie de l'Occident, issue notamment des conséquences et des résultats de la révolution industrielle, bien définis, bien délimités, qui sont responsables de ce qui arrive à notre planète. Le reste n'a rien à voir là-dedans. Ni les Africains, ni les Indiens de l'Inde, ni les Chinois, ni l'Extrême-Orient, ni l'Amérique latine, ni les Amérindiens, ni les Mongols, ni personne. C'est à partir du noyau de l'Angleterre et de ce qu'il y a autour, petit à petit, qui est responsable maintenant, devenu les États-Unis essentiellement, qui est responsable de ce qui nous arrive, pas l'humanité. Le reste de l'humanité en est victime. Bon. Alors ça aussi, c'est l'une des choses que nous enseigne le paradigme thermodynamique. Alors, cette question de profit, d'équilibre, ben voilà, c'est ça que ça veut dire. Je fais des profits avec des poissons, un lac, il a les poissons qu'il peut donner, pas plus, il ne donne pas le maximum, donc je ne vais pas chercher à faire le maximum de profit avec les poissons de ce lac. Point. Je pêche les poissons de contentement, de canard, qui me permet de vivre, de faire vivre ma famille, de la faire manger, besoins essentiels. Et si je peux faire un peu plus de profit sans nuire à l'équilibre de reproduction de ces poissons, eh bien, ça devient satisfaction des autres besoins essentiels qui sont, loisirs, je sais pas, se transporter, etc., enfin, tout le reste. Bon, enfin, je pense que je me fais bien comprendre. Alors, donc, ça implique aussi comme si on avait un bassin, imaginez une piscine remplie d'eau. Mais dans cette piscine, il y a un robinet d'entrée d'eau, il y a un robinet de sortie pour garder l'eau en équilibre dans la piscine pour que la piscine ne déborde pas. Bon, c'est ce qui se passe dans toutes les piscines. Alors, ce que nous enseigne ce paradigme dynamique, c'est que le flux de sortie, alors évidemment l'eau dans cette piscine, c'est l'analogie de l'énergie de cet univers et de cette planète. C'est-à-dire les arbres, les poissons, le pétrole, les diamants, l'or, le bois, tout ce qu'on a et qu'on utilise pour l'économie. C'est l'analogie de ça. Bon. Donc, s'il y a une piscine comme ça, un flux d'entrée, un flux de sortie, mon paradigme, ce qu'il dit, c'est le flux de sortie doit être strictement égal au flux d'entrée. Pas 1/1000 de millilitre de plus. S'il y a 1/1000 de millilitre de plus de flux de sortie du bassin ou de la piscine par heure ou par jour, et bien un jour ou l'autre, la piscine sera vide. Et quand elle sera vide, nous ne serons plus là. Et le malheur, comme le disait le grand éthologiste Konrad Lorenz, et Freud aussi l'a dit, c'est que l'humanité, ou même Jean-Baptiste Lamarck, le grand biologiste, c'est que cette humanité occidentale apparaît comme une partie de l'humanité qui est programmée
pour organiser sa propre destruction, son suicide, le plus rapidement possible, par ce comportement maximaliste. Mais le malheur, et ce qui est immoral, c'est qu'ils vont entraîner avec eux d'autres êtres vivants, d'autres humains, d'autres créatures, des animaux sauvages, de la flore, la faune de ce monde, etc. Ils vont les entraîner avec eux dans leur suicide qu'ils organisent eux-mêmes pour eux-mêmes. Et ça, c'est immoral. Suicidez-vous si vous voulez. Mais pourquoi entraînez-vous avec vous les poissons, les requins, etc. 90 ou 95% des grands cétacés n'existent plus. L'ours blanc n'arrive plus à se nourrir, tellement la banquise n'existe pratiquement plus. Bon, alors, comment peut-on vivre en bonne conscience ou en conscience tranquille en faisant partie de celles et ceux qui font ce genre de choses et de celles et ceux qui les théorisent, qui en font des théories, et de celles et ceux qui les enseignent dans les écoles d'économie, de business economics et de gestion. Comment ils font? Comment ils se regardent dans le miroir quand ils se lèvent le matin? Ben, je le sais. Ils font l'autruche. C'est ce que j'ai écrit dans mon livre, La stratégie de l'autruche. Ils mettent tous la tête dans le sable. Et une des preuves, c'est que dans les listings et les mailings à travers lesquels on échangeait sur ces choses-là, ils ont tous adopté le mot d'ordre. En Algérie, la diaspora en France, la diaspora au Canada, la diaspora aux États-Unis, on ne répond plus, on ne parle plus, on ne commente plus ce que dit Omar Aktouf. Point. Bon, bien commode, bien tranquille. Je les accuse de tout ça. Mais ils ont trouvé la parade, après avoir essayé d'argumenter et échoué, ils ont trouvé la parade, on s'enfonce dans un trou de marmotte et on s'enterre. Et on fait la marmotte. Eh bien, faites la marmotte. Mais même si vous faites la marmotte, ce qui arrive en Californie aujourd'hui, qui est en train de pratiquement de vivre une fin du monde, il faut savoir que ce qu'on vous dit sur la Californie, c'est une partie, d'après ce que me disent des amis de Californie à qui j'ai parlé, c'est à peu près le bout de l'iceberg. Ce qu'on vous montre, c'est ces inondations absolument cataclysmiques. Eh bien, ce que me disent mes amis qui vivent là-bas, c'est absolument, pratiquement rien à côté de la réalité de ce que nous vivons. Il y en a qui m'ont dit, nous sommes dans la fin du monde. En Californie, c'est la fin du monde. On y est là. Nos voitures, nos toits, nos garages, tout ça est en dessous de l'eau. Et nous, il va falloir qu'on apprenne à vivre comme des dauphins ou quoi, ou des crabes, ou je sais pas quoi, pour vivre sous l'eau, qui est devenue d'ailleurs non potable. Et tout ça, ça déborde sur la Basse-Californie, donc sur le Mexique, sur l'Oregon, au nord, sur le Nevada, et on ne nous en parle pas. Qui vous dit que ce qui arrive en Californie aujourd'hui n'arrivera pas à Alger ou à Montréal? Qui vous le dit? Rien. Ça peut nous tomber dessus n'importe quand. N'importe quand. Voilà pourquoi il est urgentissime d'adopter ces solutions dont je suis en train de parler et qui, pour une première fois, dans ce genre d'efforts, de recherche, de quête intellectuelle, s'appuie sur la science des sciences qui est la physique, par le paradigme thermodynamique dont j'ai parlé.
Alors voilà donc pour une de ces ultimes solutions, cet équilibre. Je ne prends de la nature et de ce que font les êtres humains en travaillant, au lieu de les faire travailler. Vous avez vu ce qu'a fait Elon Musk? Il a racheté Twitter, comme vous le savez. Il a licencié la moitié, 50% des employés de Twitter. Il a demandé aux 50% restants, textuellement, de travailler des heures incalculables. Alors, comment voulez-vous que les êtres humains travaillent des heures incalculables? Au bout de 3 jours, une semaine, ils vont crever. Et avec quoi Elon Musk va-t-il faire marcher son Twitter? D'ailleurs, la preuve, c'est qu'il est en train de réembaucher une certaine quantité de ceux qu'il a licenciés. Alors voilà où nous en sommes. C'est ce qu'on appelle les livrables, n'est-ce pas? Et je suis sûr qu'en Algérie, ceux qui travaillent particulièrement dans les entreprises privées savent très bien de quoi je parle. Travailler des heures incalculables. Et d'ailleurs, c'est fait exprès. Je reviendrai un jour, quand on abordera ces questions-là une autre fois, comment tout ça s'est fait pour. Quand vous êtes à l'université, moi j'ai des petits-enfants, comme moi, quand moi j'ai fait l'université, on avait tout de même le temps de lire. J'avais le temps de relire, malgré le fait que je faisais 2-3 diplômes pratiquement en même temps, etc. Bon, tout simplement parce que j'avais rien d'autre à faire. J'avais le temps de relire l'école romantique russe, de relire l'école romantique anglaise, l'école littéraire américaine, de relire les grands philosophes, de me cultiver, de réfléchir, de penser, de faire de la musique, etc. Maintenant, je vois mes enfants et mes petits-enfants. Ils doivent travailler de 6 heures, 7 heures du matin à pratiquement 10 heures, 11 heures, minuit tous les jours. Bon. Que ce soit aux études ou à l'entreprise. Alors, aux études, on vous occupe constamment avec des tas de choses. Il y a des projets à faire, des cas, des machins, des travaux d'équipe, des recherches d'équipe, des ceci, des cela, des exercices, des problèmes à résoudre. On vous inonde de ces choses-là, bien que, on le sait aujourd'hui, l'école est devenue tellement laxiste qu'on n'y fait plus rien. Mais, justement, c'est le résultat de ce que je suis en train de dire là. C'est devenu tellement laxiste, et hier on parlait justement en France du fait que les écoles et les lycées, etc., donnent des surnotes, ce qu'on appelle ici l'inflation des notes. C'est-à-dire que dans les universités, les collèges du Canada et des États-Unis, on ne vous donne pas la note que vous méritez selon votre travail. Moi, je n'ai pratiquement jamais corrigé les travaux de mes étudiants, de quelque niveau qu'ils soient, même au doctorat, parce que les premières fois, je faisais échouer la moitié de la classe ou plus, tellement c'était nul. Eh bien, j'ai été convoqué par la haute direction pour me dire, monsieur Aktouf, ici, on ne fait échouer personne. Tout le monde passe. Et comment on fait? On fait ce qu'on appelle une normalisation des notes. C'est-à-dire, si la moyenne du groupe réel est de 6 sur 20, eh bien, il faut la monter à 13 sur 20. Et donc, augmenter les notes de chaque étudiant et chaque étudiante de façon à ce que le total et la moyenne donnent 13 sur 20 et que tout le monde passe. Alors donc, ça se passe en France aujourd'hui. Et ça donne donc des gens qui rentrent à l'université qui pratiquement ne savent pas écrire. Enfin, ou écrire correctement. Bon, alors donc, toutes ces façons,
Et aujourd'hui, ça devient laxiste du fait que l'école, l'université, tout ça, bon, ça tout le monde le sait, il y a eu des rapports là-dessus, le rapport Luc Ferry, etc. Bon, il y en a, je crois que je ne suis pas d'accord avec tout ce qu'il y a dans le rapport Luc Ferry, que le niveau baisse sans arrêt, à tel point que le niveau d'un certificat d'études primaires de 1923 donnait des connaissances supérieures à des détenteurs de diplômes de bac plus 3 d'aujourd'hui. Il y a un test qui a été fait là, avec des dizaines ou des centaines de gens qui ont le bac plus 3 ou plus 4, je ne sais plus d'aujourd'hui, et des gens qui avaient des certificats d'études primaires du niveau de ce qu'on enseignait en 1923, eh bien, ceux de 1923 avaient des connaissances qui n'ont aucune commune mesure en termes de culture générale, de connaissance de ce monde, de connaissance générale, etc. Aucune commune mesure avec la pauvreté, la nullité des connaissances de ceux qui avaient bac plus 3 d'aujourd'hui, en France. Bon, alors que dire de nos pays à nous? Que dire de l'Algérie? Et quand je pense qu'on parle d'aller dans l'économie de la connaissance, on va aller dans l'économie de la connaissance avec une université algérienne qui est classée au 20e sous zéro de toutes les universités du monde, avec une connectivité Internet qui est en dessous de celle du Bénin, et je dis bien le Bénin parce que je connais le Bénin. C'est avec ça qu'on va aller à l'économie de la connaissance? C'est quoi ça? C'est de la pensée magique, c'est du rêve. Moi, je ne comprends pas. Bon, donc revenons à nos solutions. Donc ça aussi, c'est fait exprès pour occuper le peuple, la population. Donc vous voyez comment tout ça, je l'ai dit 1000 fois au début de mes webinaires. Ce dont je vais parler, les problèmes dont je vais traiter, sont des problèmes polymorphes. Pour les comprendre, il faut aborder 1001 disciplines différentes. Sinon, on ne comprend pas. Alors c'est pour ça que je suis obligé de vous parler à la fois de physique, d'éducation, de linguistique, de philosophie, sinon de sociologie, de sociopolitique. Sinon, on ne comprend pas. Donc tout ça, c'est fait exprès, ça a été analysé, je pense, notamment par Albert Jacquard et par Michel Serres. Michel Serres, je pense que c'est dans Le Tiers instruit, et Albert Jacquard, je pense que c'est dans Éloge de la différence. Eh bien, cette façon d'occuper, par exemple, quand j'ai fait le MBA, Master of Business Administration, MBA que tout le monde connaît, le grand diplôme de gestion, de génie de la gestion, eh bien, jamais je n'ai été autant occupé de 8 heures du matin à minuit le soir avec mes collègues. Il y avait des Algériens aussi de l'INPED de l'époque qui étudiaient avec moi ici, à HEC Montréal. Eh bien, on n'a jamais été autant occupé à lire quoi? Des bêtises, des analyses de type nord-américaine de ce qui se passe dans une entreprise, des cas d'entreprise, des cas d'entreprise, des cas de comptabilité finance, de finance comptabilité analytique, comptabilité générale, trésorerie, ceci, cela. On était tellement occupé avec tous ces choses qui ne sont pas des connaissances, qui ne sont que des techniques limitées, qui ne permettent de rien comprendre, à rien. Sinon, comment faire un bilan, un compte comptable ou un compte d'exploitation ou un compte de finance? Bon, alors, ou un plan de marketing ou je ne sais pas quoi. Alors, on était tellement occupé à ça que personnellement, moi qui aime lire, je n'avais pas le temps.
J'ai apporté avec moi des tas de livres que je n'avais pas lus, que je voulais, que je devais lire, de philosophie, de physique, de ceci, de cela, de Stephen Hawking, de tout ce que vous voudrez, bon, de culture générale, de littérature, eh bien, je n'avais pas le temps parce que le système était fait de telle façon qu'il ne me laisse pas, qu'il ne nous laisse pas le temps de penser par nous-mêmes ou de lire des choses qui nous aident à penser par nous-mêmes, en dehors de ce qui doit servir à l'entreprise et à faire des profits maximum. Et donc, évidemment, ça nous abétit. Heureusement que j'avais les bagages antérieurs. Et heureusement qu'après ça, je m'obligeais à me donner le temps de maintenir cette capacité de me cultiver et de maintenir et de continuer à alimenter mes connaissances et ma pensée personnelle. Alors, c'est fait exprès. Voyez Noam Chomsky, Manufacturing Consent, la fabrication du consentement. On en a même fait un film. Si vous ne voulez pas lire, voyez le film. Bon, donc, le documentaire. Donc, ne plus penser par soi-même. Bon, là, je parlais du système d'éducation. Maintenant, le travail. Alors, voyez, Elon Musk qui dit, les 50%, là, vous devez travailler des heures incalculables. Et le premier qui calcule ces heures, il est viré. Ce que ça veut dire, ça. Regardez les 90 qui se sont suicidés en une année chez Orange en France. Et on ne parle pas de ceux chez Renault, chez Peugeot, chez EDF. Je sais de quoi je parle parce que j'ai fait du consulting pour ces gens-là. Chez IBM. Sachez qu'IBM France, du temps où je faisais de la consultation là-bas, c'est-à-dire fin des années 90, début des années 2000, IBM France, dans son siège, avait un département de psychiatrie. Qui peut m'expliquer, s'il vous plaît, pour quelle raison le siège d'une entreprise a-t-il besoin d'un département de psychiatres? Alors, je ne parle pas de médecine générale, du médecine du travail, etc. Ça va de soi. Mais des psychiatres et des psychanalystes. Pourquoi? Parce que les employés, les cadres particulièrement, les cadres intermédiaires, etc., et puis même les employés devenaient fous à force de la manipulation. Alors, lisez le livre de mon ami Vincent de Goljac avec Max Pagès et Nicole Aubert et Eugène Henriquez et tout ça, qui s'intitule L'emprise de l'organisation. Ça a été fait sur IBM France, et vous verrez comment, avec ces heures incalculables, etc., il y a même un cadre d'IBM qui a dit cette phrase. Il a dit maintenant, avec les nouvelles technologies, c'est-à-dire le télétravail, etc., je suis libre de travailler 24 heures sur 24. Une personne qui dit ça, moi, en tant que psy, parce que vous le savez, je suppose, je suis aussi diplômé de psychologie et de psychologie clinique et psychanalyse. Donc, moi, en tant que psy, je peux vous dire qu'une personne qui me dit ça, je l'hospitalise. Une personne de niveau cadre, instruite, bac plus 6, plus 8, je ne sais pas quoi, etc., super ingénieur informatique, tout ce qu'on voudrait, qui me dit maintenant que j'ai les nouvelles technologies, je suis libre de travailler 24 heures sur 24. Ben ça, c'est une phrase de fou. C'est une phrase de quelqu'un qui a perdu le sens du jugement. Alors voilà pourquoi il y avait un département de psychiatres à IBM. Bon,
parce qu'il y avait des tentatives de suicide, des menaces de suicide, etc., dépression à l'appel. Bon. Donc, dans le travail aussi, on vous occupe de telle façon que vous n'ayez jamais le temps de lire, jamais le temps d'alimenter votre cerveau. Comment voulez-vous penser par vous-même? Comment? Alors tout ça, vous voyez bien comment ça a un rapport avec le profit maximum, je suppose, j'espère. Comment voulez-vous être un être humain digne de ce que veut dire être humain? Être un être humain, comme l'a dit Albert Jacquard et d'autres, c'est, enfin de son gabarit, c'est d'être destiné à aller au bout. Henri Atlan aussi l'a dit, l'a écrit, notamment dans un livre commun qu'on a écrit ensemble qui s'appelle L'entreprise contre l'homme. Eh bien, l'être humain, c'est une créature qui est faite pour aller au bout de ce que permettent ces capacités uniques que seul l'être humain possède et qui s'appellent les synapses. C'est-à-dire cette connectivité de milliards et de milliards de connexions, donc de connectivité entre les neurones de notre cerveau, qui est en termes relatifs le plus gros de la création, disons, de créatures vivantes. Bon. Alors voilà, donc, comme le dit aussi Albert Jacquard, parce que souvent on me sort ça, la nature humaine. Alors quand je dis par exemple ça, ne pas faire le profit maximum, faire le profit optimum, flux d'entrée égale flux de sortie, pas plus. Si le flux de sortie me permet de faire des profits qui me permettent d'acheter une petite maison, une petite voiture, une bicyclette pour mes enfants, instruire mes enfants, m'habiller et me nourrir, stop. Dès que mes profits commencent à provoquer de la pollution, dès que mes profits commencent à être sur le dos de l'impôt légitime que je dois payer pour que l'État prenne soin des citoyens et du territoire, dès que mes profits atteignent le niveau où je commence à surexploiter et à surutiliser et à rendre malades mes employés, mon profit s'arrête là. Il ne peut pas aller plus loin. Bon, alors quand je dis ça, on me répond, même au doctorat, mais monsieur, que faites-vous de la nature humaine? C'est la nature humaine que de vouloir... Alors je leur dis, mais d'où sortez-vous? Avec quelle connaissance? Avec quel savoir? Avec quelle théorie sortez-vous cette conception de la nature humaine? Que l'être humain est fait pour accumuler de l'argent, accumuler des dollars, accumuler des piscines, accumuler des Mercedes, accumuler des maisons, accumuler. D'où vous sortez ça? D'où? Quelle science de l'être humain vous enseigne ça? D'où vous le sortez? Ce que vous êtes en train de dire là, c'est la conception américaine de l'être humain, qui vient de tout un salmigondi, de tout un charabia de mélange de conceptions et d'idéologies qui ont notamment culminé avec Benjamin Franklin et sa fameuse phrase « Time is money ». Ça, j'y reviendrai quand je parlerai de l'économie politique et ses conséquences, ses tenants, les aboutissants et ses dérives. Bon, alors voilà, alors ne me dites pas que ce que disent les Américains, que doit être l'être humain, c'est-à-dire quelqu'un qui est là pour s'enrichir et pour tout transformer en dollars jusqu'aux derniers arbres, jusqu'aux derniers poissons, jusqu'aux derniers oiseaux, ne me dites pas que c'est là la nature humaine. Bon, alors vous me direz, qu'est-ce que la nature humaine? La nature humaine, d'après la biologie,
Albert Jacquard encore, c'est celle-ci, la définition. L'être humain, c'est une créature dont la nature est d'être capable de combattre sa propre nature. Voilà ce que c'est l'être humain. Si on veut parler de nature humaine, bien sûr qu'il y a une nature humaine. Bon. La psychanalyse nous l'enseigne, là, etc. Bon, pareil que la psychanalyse, donc, il y a une forme de ce qu'est l'être humain. Mais cette nature humaine, ça rejoint un peu ce que disait Aristote aussi sur les penchants, les vertus, etc. Le fait que l'être humain a par paresse et par indolence, etc., ignorance, à se laisser aller aux mauvais penchants, donc vers les vices, au lieu d'aller vers les vertus, eh bien l'être humain doit se combattre lui-même. En arabe on dit akbar jihad, jihad nefs. La plus grande des luttes, le plus grand des combats, c'est le combat contre soi-même. Pas pour rien. Donc, combattre mes tendances à aller vers les vices et les mauvais comportements pour aller vers les vertus. Qu'est-ce que c'est les vertus? C'est l'harmonie avec la nature, l'harmonie avec mes semblables, l'harmonie avec mes voisins, l'harmonie avec entre ce que je fais et les conséquences que ça entraîne sur la santé, le bien-être de tout et du bien vivre ensemble, comme le disait Aristote. Donc Jacquard dit à peu près la même chose. Et je le répète, notez-le s'il vous plaît, la nature humaine, c'est d'être l'unique créature dont la nature est d'être capable de combattre sa propre nature. Si ma nature est d'avoir tendance à être égoïste, à être colérique, à être méchant, à être agressif, à être, je ne sais pas moi, boulimique, à être une personne désagréable, à traiter les autres comme si c'était des inférieurs, je sais pas, eh bien, ma nature, c'est de combattre ça. Un ours qui a faim et qui voit qu'il y a un autre ourson plus jeune que lui qui a faim aussi, ben, il ne va pas combattre son égoïsme, il va commencer par manger lui-même et ensuite il laissera ce qui reste à manger à son ourson. Quoique, là je crois que j'exagère un peu, puisque j'ai aussi fait de l'étude des animaux, de l'éthologie et de la psychologie animale. Beaucoup d'animaux, même quand ils ont faim eux-mêmes, laissent d'abord manger les plus faibles. Bon, c'est pas généralisé, mais ça existe. D'abord les petits, etc. Et puis, ou alors ils essayent de partager de façon à ce que chacun ait un minimum pour au moins survivre normalement. Donc voilà ce que c'est la nature humaine. Alors là, je vais vous raconter une anecdote véritable, véridique, que j'ai vécue en tant que consultant. Je faisais de la consultation pour des directeurs de succursales de banque d'une chaîne de banque américano-canadienne. Bon. Alors, ces directeurs de banque, un jour, un des groupes, je leur expliquais ce que je suis en train de vous expliquer. Et il y en a un de ces directeurs, ou une, qui lève la main et qui me dit, mais monsieur, mais que faites-vous de la nature humaine? Bon, évidemment, ça c'était quand j'expliquais que partage, équilibre, flux d'entrée, flux de sortie, etc., bon, tout ça. Eh bien, que faites-vous de la nature humaine? Non, c'était un monsieur, je me rappelle, c'était un monsieur. Ben, je dis, que voulez-vous dire? Je dis, ben, monsieur, la nature humaine,
tout être humain veut le maximum pour lui. N'importe quel être humain, sa nature, c'est de vouloir la plus grande maison, la plus grande voiture, le plus gros compte en banque, être le plus riche, c'est la nature humaine. Alors je lui ai dit, mais bon, donc, alors expliquez-nous d'où vous sortez cette conception de la nature humaine. Ah, il me dit, ben, écoutez, ben, je vais vous donner un exemple. Alors évidemment, en Amérique du Nord, il ne faut pas s'attendre à ce que les gens vous répondent, même s'ils sont directeurs de banque, de succursales de banque, avec des diplômes longs comme le bras, comme on dit ici, mais des diplômes de comptabilité et de finance. Hein? À côté, rien d'autre. Il ne faut pas s'attendre à ce qu'ils vous répondent avec des citations de Hegel ou d'Aristote ou de Feuerbach ou de Jean-Baptiste Lamarck. Bon, donc ils vous répondent avec des anecdotes. Alors, quelle anecdote? C'est, il me dit, ben, regardez, par exemple, j'ai une nièce et un neveu qui ont chacun 3 ans et 3 ans et demi. Oui. Ben, quand ils se rencontrent à la maison, eh ben, chacun veut le maximum de bonbons. Si l'un a 10 bonbons et l'autre n'en a que 6, ben celui qui n'a que 6, il pleure, il crie, puis il va arracher les bonbons de l'autre qui en a 10. Et celui qui en a 10, il veut les garder. Lui veut prendre ceux de l'autre qui en a 6, etc. Donc voilà la nature humaine. Ah, je lui dis, monsieur, vous mettez la nature humaine dans ce qui se passe dans la tête d'un bébé de 3 ans. C'est ça que vous êtes en train de dire. Quel âge avez-vous, monsieur? Il me dit, j'ai 54 ans. Je dis, monsieur, à 54 ans, selon la psychanalyse, ça fait exactement 49 ans que vous avez dépassé le fonctionnement selon le principe de plaisir. Vos neveux de 3 ans et de 3 ans et demi se comportent avec le principe de plaisir parce que ce n'est qu'à partir de 6 ans, 7 ans et plus qu'ils acquièrent ce qu'on appelle le principe de réalité, c'est-à-dire le principe qui consiste à comprendre que la réalité résiste et que je ne peux pas avoir tout ce que je veux, quand je veux, comme je veux. Alors je lui dis, écoutez monsieur, je vais vous dire quelque chose de grave. Si vous êtes en train de nous dire qu'à 54 ans, il ne se passe pas plus dans votre cerveau que ce qui se passe dans le cerveau de vos neveux de 3 ans, on a un grand problème. Alors voilà, s'il vous plaît, tout ce qu'implique, vous voyez comment c'est polymorphe, les conclusions et les solutions et les pistes de solutions des conclusions qu'on peut tirer de ce paradigme thermodynamique de l'économie et de la gestion. Alors bon, je terminerai par la solution qu'a donnée le Club de Rome, déjà en 1972, le premier rapport du Club de Rome, c'est-à-dire qui s'intitulait déjà « Halte à la croissance ». Halte à la croissance. Aujourd'hui, on commence à parler de décroissance. En 1972, le Club de Rome, qui est un groupe composé de scientifiques, de Nobel, etc., de médaillés Fields, de je ne sais pas quoi, de grands politiciens aussi, de grands penseurs, de philosophes, ce que vous voudrez, eh bien, ce Club de Rome, son premier rapport, 1972, disait « halte à la croissance », arrêtez à la croissance, en 1972. Alors, on verra ça plus tard quand on abordera l'économie politique, l'économie néoclassique, etc., ce que ça implique en termes économiques. Donc, halte à la croissance, eh bien, quelle solution proposait le Club de Rome? Il ne voulait pas dire, comme on me fait dire à moi, Omar Aktouf est contre le profit. Évidemment, aucun entrepreneur, aucune personne
doté d'un peu de jugeote, ne va aller créer, enfin, comme on dit, une entreprise, la diriger, aller chercher de l'argent, les employés, les ceci, les cela, pour ne pas faire de profit. Ça n'a pas de sens. C'est pas ça que je dis. Je dis faire du profit d'équilibre. Voilà, bon. Et ça, on expliquera plus tard ce que c'est. Parce que ça demande explication aussi supplémentaire par rapport à ce que j'ai déjà dit. Donc, ce que dit le Club de Rome, c'est croissance organique différenciée. Bon, la semaine dernière, on a parlé de croissance zéro, qui est l'équilibre entre l'augmentation réelle des besoins indispensables et nécessaires de la population, en augmentation de démographie, et l'augmentation de la production des biens et des services. Et si vous faites la différence, augmentation des biens et des services, augmentation des besoins essentiels et indispensables des êtres humains, vous avez zéro. Alors, si vous avez zéro, c'est l'équilibre. Bon. Donc, voilà ce que ça veut dire. Croissance zéro. John Kenneth Galbraith, pour citer celui qui en a été l'un des principaux théoriciens. Pour le Club de Rome, la croissance organique différenciée, ça veut dire ceci. Et c'est ce que je préconise moi-même depuis des années. C'est de faire en sorte que la croissance des pays nantis, on trouve ça aussi plus ou moins dans la théorie ce qu'on appelle la théorie de la dépendance, c'est-à-dire les théories issues des économistes tiers-mondistes, notamment comme Semiramin et comme André Gunder Frank, comme Celso Furtado, comme René Gendarme, Roger Caillois, et j'en passe. Bon, évidemment, ces noms, je suis sûr qu'ils ne disent absolument rien, même aux diplômés en économie parmi vous. Parce qu'évidemment, vous ne les enseignez pas, c'est sûr. On va vous enseigner Milton Friedman, maximiser le gain des actionnaires et point à la ligne. Bon, donc, croissance organique différenciée, ça voudrait dire que les États-Unis et l'Europe, par exemple, et le Japon baissent, disons à l'époque, leur taux de croissance, parce qu'aujourd'hui, on a la Chine, on a l'Inde, on a la Russie, on a le Brésil, etc., l'Afrique du Sud, qui ont des taux de croissance quand même assez élevés les dernières années, disons, pas maintenant, mais les dernières années. Donc, que ces pays-là nantis aient des taux de croissance négatifs, moins 15 ou moins 20% pour les États-Unis. Pourquoi? Parce que dans chaque famille américaine, il y a déjà 4 voitures, il y a 3 téléviseurs, il y a 5 frigidaires, il y a 6 salles de bain, il y a je sais pas quoi, pour parler que de ça. Bon, alors si on parle des bombes par américains, des porte-avions par américains, des avions par américains, des chars d'assaut par américains, tout ça, ben, on en arrive à une croissance qui n'a aucun sens. Donc, moins 20% de croissance pour les États-Unis. Voilà. Une voiture par famille, ça va. 2 salles de bain, une salle de bain par famille, ça suffit. Bon. Un char d'assaut pour 100 ou 100 000 Américains, ça suffit. Pas 1000, etc. La France, la même chose. 10-15% de croissance de moins. L'Angleterre, l'Espagne, l'Italie, peut-être 5% de moins, 3%, ça dépend des économies organiques différenciées. Et c'est comme ça que les pays dits du tiers-monde, ou émergents, ou appelez-les comme vous voulez, pourraient, eux, avoir une croissance positive. C'est-à-dire plus 10% au Congo, dans toute l'Afrique, plus 7-8% en Amérique latine, et à l'époque, donc plus 6-7% en Extrême-Orient, en Chine, etc. Et alors, on a comme ça
la possibilité de faire en sorte que le monde s'équilibre. Et on voit là qu'avec cette idée de croissance organique différenciée du Club de rente de 1972, on rejoint les idées que moi je développe aujourd'hui avec le paradigme thermodynamique, qui sont ces idées d'équilibre homéostatique. C'est la même chose, mais dit différemment. Alors voilà donc pour ces ultimes solutions. Je terminerai juste par 2 précisions. La semaine dernière, donc pour la croissance zéro, j'ai expliqué ce que ça voulait dire. Je parlais des robots. Alors quelques-uns m'ont écrit pour me dire que je me contredis parce qu'il y a un certain temps où je disais que j'étais contre les robots. Bon, ben, c'est vrai, j'étais contre les robots, et comme je l'ai expliqué, contre les robots qu'on met à la place et contre les ouvriers. Pas contre les robots qu'on met comme au Japon, comme bon, le Japon d'aujourd'hui qui est à 2 fois son PNB de la dette, c'est autre chose, mais c'est de la bonne dette. Enfin bon, on parlera de la dette une autre fois et de qu'est-ce que ça veut dire une dette et qu'est-ce que ça ne veut pas dire. Et donc le Japon de l'époque des années 70, l'Allemagne, etc., eh bien, ou des années 80, ils mettaient des robots, comme j'ai déjà dit, pour compléter le travail des ouvriers, des travailleurs, parce que leurs produits étaient tellement bons qu'ils étaient trop en demande. Alors ça, je suis pour. Mais des robots qu'on met, comme en France, comme en Angleterre, comme aux États-Unis, comme au Canada, pour éliminer les travailleurs et les ouvriers, je suis contre. Voilà, bon. Comme aussi, on m'a dit que, j'ai déjà dit que j'étais contre l'intelligence artificielle, comme on l'appelle et comme on l'a dit. Alors pourquoi? Comme un peu comme Michel Serres, je pensais dans le tiers instruit, si je me souviens bien, une intelligence en soi, c'est de ça que je parlais quand j'étais contre. L'intelligence artificielle en soi, quelque chose d'artificiel ne peut pas être intelligent. Et une intelligence qui est le produit d'une autre intelligence ne peut pas être aussi intelligente que l'intelligence qui l'a produite. Mais ça dépend de ce qu'on appelle intelligence. Si on appelle intelligence la capacité de résoudre des problèmes dont on a déjà fait la formulation. Bon. Mais je parle aussi de problèmes ouverts, pas de problèmes fermés. Je sais qu'il y a des machines qui sont capables de diagnostiquer leurs propres problèmes. Mais ne demandez pas à cette machine de diagnostiquer le problème du voisin qui se sent mal. Elle ne pourra jamais. Mais un être humain, oui. Ça, c'est de l'intelligence ouverte. Bon, donc cette intelligence fermée, je suis contre. Qu'on l'appelle intelligence au même titre que l'intelligence humaine. Bon, et ensuite, ce que j'opposais à cette intelligence-là que je dénonçais, c'est le fait que, en premier lieu et avant tout, toute intelligence se définit comme la capacité de faire durer sa structure dans le temps en bonne forme et en harmonie avec l'environnement. Ça, c'est une partie de la définition de ce qu'est l'intelligence. Alors, où est-ce que c'est ça dans l'intelligence artificielle, des robots et de tout ce qui s'ensuit? Bon, où? Ensuite, toute intelligence nécessite d'abord et avant tout, l'idée de mal et de bien. Une décision que prend un logiciel en système fermé, comme je l'ai dit maintenant, là où il est d'être ouvert, de logiciels fermés qui vont vers la maximisation, par exemple, du taux de profit, eh bien, elle n'a aucun sens du bien et du mal. Donc, si la décision que sort le logiciel hyper intelligent, artificiel, comme on le dit, est une décision qui va vers le sens du mal, est-ce que c'est intelligent? Bon. Quand est-ce qu'on pourra mettre dans ces systèmes-là l'idée du bien et du mal?
Parce qu'à la base, toute tentative de commencer à aller vers une décision qui va vers le mal n'est pas intelligente. C'est ce qui s'appelle la conscience morale. Alors, on ne pourra pas mettre de conscience morale dans un ordinateur ou un logiciel jusqu'à preuve du contraire. Alors, ce pourquoi je suis pour, et dont j'ai parlé la semaine dernière, ces robots qui deviennent PDG, qui deviennent cadres, notamment en Chine, etc., c'est de l'intelligence artificielle déjà plus ouverte, déjà plus évoluée, avec plus de quantique que de physique classique, avec ce qu'on appelle la logique floue, donc plus souple, etc., etc. Et surtout, le fait que ces robots n'ont pas ou n'auront pas de problème d'ego, d'enrichissement personnel, de corruption, etc., 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 tout ce que l'être humain a malheureusement en lui. Bon, et qui vient interférer sur cette intelligence qui est mise en branle pour faire fonctionner une organisation, une entreprise. Bon. Et par ailleurs, donc je n'avais pas le temps de tout développer, on y reviendra plus tard, à côté du robot, il y aura toujours des êtres humains. Et si le robot, avec son intelligence artificielle, se met à errer, eh bien, il y aura toujours ceux qui l'ont conçu ou ceux qui l'auront conçu pour limiter les dégâts au cas où il commence à errer par rapport à l'intelligence ouverte vivante. Voilà. Merci beaucoup et j'attends vos questions si vous en avez. Alors, merci beaucoup, Sir Omar, pour ce magnifique bouquet. Merci, oui, une arabesque. Là, c'est un bouquet à ça. Alors, bon, alors il y a d'abord les habitués, les fidèles il y a Ratiba, il y a Abda Abdessi, il y a Golden Goods, il y a Tariq, il y a Mir de Boumaza, donc Merci. il y a Fida, Ben, il y a, oui. Merci beaucoup, merci beaucoup. ouais, J'ai reçu d'ailleurs des commentaires ouais. qui m'ont fait Alors, beaucoup de bien. il y a, il y a deux grosses questions Oui, de Abdessi. Donc, Abdessi pose la question de savoir si, d'abord, avant les questions, il y a quelque chose un commentaire de Ratiba Chouarfia. oui, Alors, oui. enfin, c'est pas une question, mais simplement une remarque en passage à propos du diplôme d'enseignement. Alors, bon, donc l'enseignement pour objectif réel, finalement, le diplôme. Voilà, donc c'est son commentaire, je voulais que vous le connaissiez. Ensuite, Que, ici, j'ai pas compris son commentaire. Oui, tu veux le répéter, son commentaire? son commentaire vient en soutien et en écho à ton propre commentaire. Ah, ok, sur L'enseignement l'éducation. a pour objectif réel le diplôme. Voilà, exactement. Pour objectif réel le diplôme, ce n'est pas la connaissance. Absolument, absolument, Voilà, donc, absolument. et si bon, on pose la question, l'immigration est toujours, l'immigration, pardon, est-elle toujours une solution? Lui, L'émigration ou l'immigration. non, lui, il a parlé d'immigration, mais Immigration. je Ok, sais pas où vit Abdessi. S'il vit en Europe, donc c'est, ok, l'immigration. Est-elle oui, toujours une solution? oui, bon, peut-être qu'il vit à l'étranger, enfin, pas Oui, en oui, Algérie. oui. Mais il répète donc sa question autrement. Quelle est la place de l'immigration dans ce système? Très bien. Alors, Oui, ensuite, je crois que c'est Miloud qui pose une question. oui. Alors, non, c'est pas Miloud, c'est Golden Goods. Alors, cher professeur, comment voyez-vous le futur de la classe moyenne au Canada?
Ah, classe moyenne au Canada particulièrement. Est-ce que c'est, ou ce sera, je pense, les futurs immigrants? La classe moyenne. Alors, hein, Oui. alors OK. bon, alors, et vous avez enfin, tu as une salutation de Wilson, le restaurant. Salut Wilson. Salut. Oui, Merci. c'est toujours un plaisir de vous écouter, professeur Abdouf. Merci. Il y a un conflit d'horaire avec l'heure de l'émission ces temps-ci. Alors, mais je vous écoute toujours en différé. Très bien. Merci. Voilà. Merci. Merci. OK, Voilà. très bien. Très bien. Donc, avec ces deux questions, je pense qu'on en a pas mal pour aujourd'hui. Je vais essayer d'être le plus bref possible. Donc, l'immigration. Alors, euh, l'immigration, évidemment, je ne suis pas spécialiste du tout de cette question. Hein, donc, mais comme vous le savez, que je me mêle un peu de tout. Et comme l'a dit Jean-Paul Sartre, l'intellectuel est celui. J'ai un doute d'un coup, est-ce que c'est Jean-Paul Sartre ou Camus? Non, il me semble que c'est Jean-Paul Sartre. L'intellectuel est avant tout celui qui crie ce qui ne va pas et qui ne surtout pas se joint au troupeau pour louer ce qui va. Voilà, déjà, pourquoi je donne cette définition, je vais expliquer. Donc, le rôle de l'intellectuel, c'est ça, donc, de crier ce qui ne va pas. Et d'autre part, le rôle de l'intellectuel, ajoute toujours Jean-Paul Sartre, ou peut-être Gramsci, il me semble, dans les lettres de prison, ou les deux d'ailleurs, enfin peu importe, l'intellectuel doit, non seulement peut, mais doit se mêler de ce qui ne le regarde pas. Donc, je le fais sans vergogne. Je me mêle même des fois de ce qui n'est pas de mon domaine, ce qui n'est pas de mes connaissances, mais ce qui fait partie de ma culture. Et donc, que j'ai lu d'une façon ou d'une autre, que j'ai à connaître d'une façon ou d'une autre, parce que il faut connaître un maximum de disciplines et un maximum d'interdisciplinarité pour comprendre ce que j'ai essayé de comprendre dans toute ma vie intellectuelle. Alors donc, l'immigration, je ne suis pas démographe, je ne suis pas spécialiste de sociologue, sociodémographe ou socio-ethnographe ou tout ça. Donc, je vais juste en parler en essayant de puiser dans mes connaissances de divers domaines qui touchent à ce phénomène-là, étant moi-même un immigré. Bon. Donc, est-ce que l'immigration est une solution? Immédiatement, je réponds non. Parce que d'où va venir cette immigration? Si on parle du Canada ou des pays dits développés, la France, les États-Unis, etc. Bon. Immigration en général. Je dis non parce que de plus en plus, cette immigration est une immigration qui fuit des systèmes qui, par les actions du monde développé, donc surexploitation, etc., bon, on voit bien ce qu'on appelle les migrants. Qu'est-ce que c'est ces migrants qui viennent de Syrie, de machin, etc., d'Irak, de partout, d'Ukraine maintenant, même de Grèce, de Turquie, de l'Afrique, n'en parlons pas, d'Amérique latine. C'est quoi ces migrants? C'est des victimes sinistrées déjà en état de faiblesse, en état d'incapacité de
de trouver les ressources et les ressorts et les forces de vivre et de survivre qui est l'énorme proportion du contingent d'immigrants d'aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qu'on peut en tirer? C'est bien pour ça que, et c'est bien pas pour rien, qu'on parle d'immigration choisie. Alors voilà un problème. Ils se sont rendus compte, les gens des pays nantis, que maintenant, il fallait faire un tri dans les immigrants. Parce qu'évidemment, recevoir des milliers ou des millions ou des centaines de milliers de personnes qui n'ont même pas le ressort pour sortir d'un état dépressif, qui n'ont pas hyper majoritairement d'instruction, parce qu'ils viennent hyper majoritairement de couches pauvres, qui n'ont aucun moyen, aucun livre, aucune bibliothèque dans leur village, rien du tout. Donc, que voulez-vous qu'ils apportent? Ils apportent leurs muscles, et c'est tout. Et qu'est-ce qu'on va faire des muscles dans l'économie d'aujourd'hui, devenue une économie à 50, 60, 70% robotisée qui remplace les muscles? Donc, on n'a plus besoin d'immigration qui est simplement des muscles. Alors, on veut une immigration choisie. Bon. Quoique, on ne peut pas empêcher l'immigration de ces gens-là qui n'ont plus rien à perdre. On sait, par exemple, en sociologie politique, je crois que ce chiffre a été émis par Max Weber, si j'ai bonne mémoire, dans Économie et Société. À partir du moment où 25% d'une population n'a plus rien à perdre, 25% d'une population, et je pense que même Ibn Khaldoun en a parlé, n'a plus rien à perdre, plus rien. Et dites-moi s'il vous plaît, en Algérie, combien de gens vous connaissez ou dont vous entendez parler ou que vous savez étant en situation de ne plus rien avoir à perdre, quand on sait qu'il y a des familles, des parents qui vont vendre leurs enfants dans les souks. Bon, et ça se passe dans plein de pays. En Amérique latine, je l'ai vu. Bon, alors ces gens-là, 25% d'une population qui n'a plus rien à perdre, eh bien, elles descendent dans la rue et elles cassent tout. Alors, que voulez-vous que les pays nantis, et d'ailleurs, on le voit bien, regardez en France, ce qui se passe, pas la France, bon, je parle de la France parce que c'est les images et les nouvelles que vous avez, particulièrement en Algérie, mais ici, on a des nouvelles aussi des États-Unis, etc., d'autres pays, du Canada même. Regardez comment cette immigration commence à être montrée et devenir une immigration de violence pour milliers de raisons. Et l'une des raisons, c'est qu'arriver en tant que bipède avec ses muscles pour tout bagage, eh bien, on n'a pas d'emploi. On vit dans la clandestinité, ou ceci, ou cela. Et là, ben, évidemment, ça donne lieu à toutes les conséquences qui sont les conséquences qu'analysait par exemple Pierre Bourdieu et d'autres, donc de délinquance, de violence et de refuge dans ce genre d'activité pour survivre. Alors donc maintenant, on est dans la phase de immigration choisie. Comment vont-ils faire? Même s'ils y arrivent, ils vont choisir où? Parmi qui? Comment? Les universités, les collèges, les systèmes d'éducation des pays d'où viennent les immigrants sont en état sinistré. Que va faire la France avec un diplômé d'une université algérienne, et ça me fait mal au cœur de le dire,
Je pourrais citer aussi d'autres pays, mais je ne vais pas trop me faire mal voir parce que je suis invité dans ces pays-là dans les prochaines semaines. Eh bien, même en Amérique latine, que voulez-vous que les pays nantis, la France, l'Angleterre, etc., les États-Unis, le Canada, fassent de gens qui viennent, même diplômés, de systèmes d'éducation qui sont en état de stress, qui sont en état de quasi décérébré, même avec des diplômes. Ces diplômes, comme l'a dit la personne qui en a parlé, ne sont pas des connaissances. Alors, on va choisir quoi? Avec des diplômes sans connaissances. Qu'est-ce qu'ils vont apporter au pays où ils vont émigrer? Alors, c'est un énorme problème. Et donc, je dis non, catégoriquement. Dans les conditions actuelles et futures, telles qu'on peut les voir se dessiner, l'immigration ne sera une solution pour personne. Au contraire, ça deviendra de plus en plus un problème, pas pour des raisons, comme disent les fascistes ou les extrêmes droites, etc., parce qu'ils sont mauvais par définition, etc., tout simplement parce que l'Occident a fait en sorte de tellement appauvrir, de tellement abaisser, de tellement dévaster les pays du tiers-monde, y compris leur université, leur système d'éducation, et c'est fait exprès d'ailleurs. Il n'est pas question, par exemple, que l'Algérie, ou qu'on laisse l'Algérie, plusieurs ex-hommes d'État, je pense même Chirac l'a dit en parlant de comment l'Europe a traité l'Afrique, l'ont dit qu'il ne faut surtout pas laisser un pays d'Afrique lever la tête. Donc du tiers-monde aussi, pour les États-Unis et pour l'Amérique latine. Il ne faut surtout pas laisser des Einstein surgir du Brésil ou de Colombie ou du Mexique ou du Pérou ou de l'Équateur ou bon, pour l'Afrique d'Algérie ou du Maroc. D'ailleurs, il n'y en a pas, on le voit bien. On le voit bien. Où sont nos Einstein? Ils sont où? Où sont nos prix Nobel? Où sont nos médailles Fields? Ils sont où? Où? Bon. Donc, alors, ils ont tellement appauvri et dévasté ces pays-là, et quand je parlerai plus tard d'économie politique et des conséquences, etc., en économie néoclassique et ses dérives, on va voir comment il y a des théories qui expliquent cette dualité, ce que René Gendarme a appelé l'économie duale, et donc comment on a fait en sorte que les pays du tiers-monde, encore une fois pour parler d'une entité dont je ne sais pas comment parler autrement, eh bien, jamais ne lève la tête. Ce qui fait que ces pays de l'Occident se sont tirés des balles eux-mêmes dans leurs pieds. Ils ont fait eux-mêmes en sorte que l'immigration, qui aurait pu devenir une solution pour leurs problèmes, c'est eux-mêmes qui ont fait en sorte que cette immigration soit mise dans un état de misère, de misère intellectuelle, de misère de vie, de misère d'éducation, etc., de dévastation de qualité de vie et d'être, que ces immigrants ne peuvent plus servir à aider à développer ce qu'ils veulent développer. Alors, bon, c'est le chien qui se mord la queue. Bon, alors la deuxième question, la classe moyenne du Canada viendra-t-elle des futurs immigrants? Alors là, je dirais de descendants d'immigrants plutôt que de futurs immigrants, pour les raisons dont je viens de parler. Je vais donner un exemple. Canada, États-Unis, et particulièrement les États-Unis. Vous allez dans les universités, les grandes universités des États-Unis, en dessous du troisième cycle, c'est-à-dire en dessous du niveau de
de doctorate in, et de PhD. Vous savez qu'il y a une différence. C'est comme la différence qu'il y avait dans le temps chez nous entre doctorat de troisième cycle et doctorat d'État. Donc, entre doctorat et doctorat d'État, qu'est-ce que vous voyez dans les universités américaines? Vous voyez des gens qui ont ma tête. Des immigrants de ma génération, de la génération d'avant, et qui sont venus de systèmes d'éducation de l'Inde, de la Chine, du Pakistan, de la Palestine, de la Syrie, de l'Égypte, de l'Algérie, etc., du monde entier, et qui avaient un niveau d'instruction tel que c'est eux qui peuplent les niveaux de troisième cycle des universités américaines. Alors, les Américains blonds aux yeux bleus, vous les voyez deuxième cycle, plus ou moins, premier cycle, parce qu'ils jouent au basket et au football comme George Bush, etc. Et c'est tout. Ou alors vous les trouvez sur les tracteurs dans les ranchs du Midwest ou du Wyoming, pas dans les universités, dans les hauts niveaux. Alors, les statistiques disent que les trois ethnies les plus diplômées d'Amérique du Nord, c'est-à-dire le Canada et les États-Unis, la première, la plus diplômée, la plus instruite, c'est les Asiatiques. La deuxième, c'est les Arabes, donc Pakistanais, Palestiniens, etc., etc. Et non, je pense que c'est les deux ethnies les plus développées, les plus diplômées, les plus instruites. Parce que je ne vois pas quelle serait la troisième. C'est peut-être l'Amérique latine. Voilà. L'Amérique latine qui serait la troisième. Mais bon, maintenant, c'est plus le cas. À part la Chine, la Russie, on en parlera de la Chine et de la Russie plus tard, vous verrez que vous avez tellement de préjugés sur ces pays-là qu'il vous sera difficile d'admettre ce que je vais dire. Eh bien, les Chinois et les Russes, ils les gardent pour eux. Ils ne les laissent pas partir. Les Brésiliens aussi. Bon, j'ai beaucoup travaillé au Brésil, je connais bien. Leurs grands diplômés, ils les gardent pour eux. Ou alors, ils les envoient faire des post-doctorats et même travailler avec salaire, pas avec des bourses, avec des salaires, aux États-Unis, au Canada, en France, en Angleterre, etc., pour apprendre, comme faisaient les Japonais au début du siècle dernier, pour apprendre encore plus dans ces pays-là. Les Chinois l'ont fait aussi, apprendre encore plus. J'ai eu des étudiants chinois ici, donc je sais de quoi je parle. Apprendre plus que ce qu'ils ont appris dans leur pays, apprendre plus sur ce qui se passe au Canada, comment les choses se font au Canada, comment elles se font aux États-Unis, comment elles se font en Angleterre, etc., etc. Et on leur réserve pour retourner chez eux. Alors on se demande pourquoi la diaspora algérienne ne revient pas. Moi, qui étais directeur de formation et sélection à la Sonatrach, j'ai envoyé des milliers et des milliers d'Algériens en formation et des formations de haut niveau, de haute technicité dans le monde, et il y en a des quantités qui ne sont jamais revenues. Et même certains qui sont revenus avec des diplômes, méga diplômes, et quand ils reviennent, ils sont tellement plus diplômés, enfin à l'époque où j'étais en Algérie jusqu'à la fin des années 80, enfin à la fin des années 70, ils étaient tellement plus diplômés, plus connaissants que le PDG de l'entreprise qui devait les employer et qui a financé leur formation. Je ne parle pas juste de Sonatrach, parce que Sonatrach envoyait aussi pour dans les entreprises. Eh bien, on faisait tout pour qu'ils dégagent, parce qu'ils devenaient un problème.
pour les cadres et les collaborateurs et les PDG qui sont là et qui connaissent la moitié de ce que connaît ce nouveau venu dans leur domaine. Bon, alors en Chine, au Brésil, au Japon, etc., on préparait à cette diaspora qu'on envoyait en formation, encore une fois je dis, avec grande bourse et même salaire, pour étudier, pour travailler, pour connaître, pour apprendre encore plus, etc. Et on leur réservait chez eux, en Chine, au Brésil, au Japon, logement, poste, laboratoire, assistant, etc., etc., pour qu'ils puissent revenir chez eux dans des conditions telles que rentrer au Japon, rentrer en Chine, rentrer au Brésil, ils ont tout ce qu'il faut pour développer le secteur dans lequel ils ont étudié dans leur pays d'origine. Alors voilà donc le futur de l'immigration. Et je le sais, on parlera des BRICS peut-être plus tard, mais bon, le Brésil, que je connais bien parmi les pays du BRICS, eh bien, c'est sa politique. L'immigration, l'immigration choisie, ils ne vont pas laisser la France et les États-Unis et le Canada venir choisir qui ils veulent comme ils veulent au Brésil. Les Brésiliens vont les garder comme ils ont gardé Pelé, trésor national. Alors voilà, est-ce que la classe moyenne canadienne sera d'immigration? Bon, d'abord je réponds non pour les raisons que je viens de vous donner. Et deux, et que j'ai donné pour la question précédente, et deux, il n'y a plus de classe moyenne nulle part. Et il n'y aura de moins en moins. Est-ce qu'il y a une classe moyenne en Algérie? Est-ce qu'il y a une classe moyenne au Canada? Est-ce qu'il y a une classe moyenne aux États-Unis? Il y a une pyramide en pointe énorme où vous avez en haut 1%, 2%, 3% de multi, 10 fois multimilliardaires. Et vous avez la pyramide qui descend de façon extrêmement étroite jusqu'à une base qui s'élargit et qui est une base de super pauvres, de super infra-instruits, ce qu'on appelle d'ailleurs aux États-Unis l'underclass, c'est-à-dire la sous-classe, la classe qui est sous la terre, quasiment. Et entre les deux, vous n'avez plus de classe moyenne. Vous avez une classe qui a un travail, qui a un salaire, etc., mais dont les salaires et le travail ne leur permettent pas d'avoir un logement. Vous avez des cadres de banque, des courtiers de banque de New York qui vivent dans leur voiture parce qu'ils ne peuvent pas se payer un loyer, ou en Californie ou ailleurs. Bon, et cette classe moyenne aux États-Unis, elle est endettée de 350%. Donc chaque ménage moyen, alors on ne parle pas de l'underclass, hein, ça on n'en parle pas. On en parlera quand on parlera de la crise de 1968, de 2008, quand ça viendra. Et on a une super classe qui est cette petite classe hyper concentrée, d'hyperconcentration de la richesse. Donc classe moyenne, elle n'en a plus. Et cette classe moyenne, elle doit 350% de ce qu'elle gagne. Voilà, donc si elle gagne $1, elle en doit déjà 3,5. Où voulez-vous aller avec ça? Et comment voulez-vous, au Canada, par exemple, c'est pas loin de 200%. C'est entre 160 et 200% de taux d'endettement des ménages. Alors, comment voulez-vous qu'avec ça, on constitue une classe moyenne? Comment? Alors, c'est un problème sur lequel on reviendra, rassurez-vous, en détail. Et puis, je tiens à vous remercier pour votre attention. J'espère que j'ai été clair. Et là, à partir de la semaine prochaine, donc la semaine prochaine, je ferai le webinaire sans doute à partir de l'Europe, où je serai en tournée de conférence. Et ce sera un webinaire de questions-réponses
pour mettre donc un point final à tout ce que j'ai développé jusqu'à maintenant. Enfin, un point final, j'espère, sur ces questions de thermodynamique et de solutions. Et puis, le webinaire suivant, ça sera le début des balbutiements de ce que j'appelle personnellement l'économie politique. Voilà, merci beaucoup. Bonne semaine à tout le monde.